Première aventure de la semaine, j'allais dire dans la deuxième, mais non, c'est seulement la première. J'ai déjà envie d'être à mercredi. Je sais pas, peut-être le week-end déjà. J'ai encore la tête dans le week-end. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir sur le plateau du Grand Banja avec un panel d'invités exceptionnels avec qui nous allons partager les bons nombres d'informations qui, on l'espère, vous feront beaucoup de bien. On espère qu'elles seront très utiles aussi du football à l'intelligence artificielle. Deux aspects de l'intelligence artificielle, curieusement, qui vont se retrouver sur ce plateau. Ce n'était pas du tout prévu comme ça, mais voilà, c'est la magie de la programmation donc des invités. Ils sont 4 sur ce plateau et nous allons passer un moment agréable avec eux. Allons-y présenter tout de suite le professeur Jean Moussavou Pambou, qui est donc professeur de finance chez Exilia Business School. C'est en France. Et merci d'être là, professeur. Merci Steve Banzambi, voilà. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois qu'on dit Steve Banzambi sur ce plateau. Vous avez voilà. Ben oui, c'est ce que je vous demande. Il faut prononcer mon nom, c'est Banzambi. Ah, monsieur Lamita, hein, il faut prononcer mon... Merci, professeur, vraiment. Je vous en prie, Steve Banzambi. Comprenez mon émotion, c'est pas tous les jours qu'on on s'arrête à Steve Anderson et tout ça, voilà. Merci d'être là, professeur. Je vous en prie. Avec vous, un sujet intéressant à partager ce soir, l'innovation pédagogique à l'ère de l'intelligence artificielle. Absolument, c'est un sujet que j'ai trouvé pertinent d'en parler, puisque nous sommes en pleine période de rentrée. Oui. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, on en parle, c'est un sujet d'actualité. Oui. Hein, inconsciemment, tout le monde utilise l'IA aujourd'hui. Hein. Absolument, absolument. Donc, c'est devenu aujourd'hui une nécessité stratégique, hein, en tout cas dans plusieurs domaines. Ce n'est plus une option. Et c'est exactement ce que nos amis donc du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique, le SAMO, dans sa 4e édition qui s'ouvre à Libreville dans quelques jours, curieusement, effectivement, pour justement marquer l'intérêt autour de la question de l'IA. Sinon le thème principal justement de ce salon cette année, c'est effectivement les médias gabonais face aux défis de l'intelligence artificielle. Madame Ouara, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. On en parle avec vous parce que vous êtes une des intervenantes, sinon une des formatrices à cette 4e édition des SAMO ou du SAMO, parce que c'est le salon, et vous parlez précisément donc de communication digitale. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Steve, merci à vous de me recevoir sur votre plateau. C'est un grand plaisir. Allons-y donc sur ma droite pour découvrir deux visages pas totalement inconnus du public gabonais, bien au contraire. Le docteur Axel Nguema Edou était déjà sur le plateau du Grand Banja, mais il y a quelques années. Exactement. Bon arrivée, j'ai envie de dire bon retour, même si c'est un retour qui... c'est une arrivée pour un départ. Oui, merci Steve pour l'invitation. Vraiment, vous m'avez été chaudement recommandé par donc, Rémi Ebanega, que je salue au passage, qui a dit à Steve, Axel est là, il faut absolument attirer l'attention des professionnels du football sur les questions de formation à leur endroit, sur les questions de reconversion et bien d'autres questions dans ce sens-là. On n'a pas encore digéré le 4-1 des Panthères d'il y a quelques jours et demain, on sera au four justement face à la RCA. Donc, on va briefer tout ceci et puis vous nous direz ce qui est important aujourd'hui, à savoir effectivement pour les professionnels de cet environnement-là, les professionnels de sport, de football peut-être en particulier, pour dire mais pourquoi et comment c'est utile aujourd'hui que cet environnement, cet univers soit de plus en plus formé aux questions pointues justement du sport. Merci d'être là, docteur. Merci Steve. Voilà, et puis elle est super connue sur les réseaux sociaux, son nom c'est toute une marque. Directement. Allez, son ton ne laisse pas les internautes, les TikTokers et autres insensibles. On a le plaisir de recevoir donc Claire Newman sur le plateau du Grand Banja. Elle est militante sociale et pas que. Mais bon, on va peut-être s'arrêter qu'à cela aujourd'hui. Claire Newman, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Bonsoir Steve. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est tout mon honneur et puis je ne pouvais pas manquer cette invitation. Voilà, en attendant la prochaine invitation que vous connaissez, on va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Cette invitation qui vous tient tellement à cœur. Beaucoup même. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. On va l'évoquer tout à l'heure justement sur le plateau du Grand Banja. On verra votre engagement, on verra, vous êtes rentré au pays il y a pas longtemps. Pourquoi justement ce retour au pays et quand vous revenez au pays par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, précisément donc la période de la transition, votre
votre regard, peut-être vos conseils aussi qui peuvent être utiles. Parce que dès qu'on vous voit, pour certains, on m'a dit, Steve, dès qu'on dit Claire Newman, ça rime avec Clash sur TikTok et tout ça. On va voir tout ça, on va essayer de démêler tout ça et en tirer donc l'essentiel. C'est le contenu de votre grand banja qui s'installe là maintenant. Vous avez peut-être raté cette image, mais c'est l'image qui fait le tour des réseaux sociaux depuis ce matin. Je ne sais pas ce que mes invités sur le plateau en pensent. On regarde cette première image et derrière, allez, on prend vos réactions. Regardez cette image. Avec tous ces commandos, c'est toi. Mais qui aurait su qu'un jour Moïse allait revenir comme un militaire? C'est toi. Oh, Liguier, c'est toi. Au boulot, c'est toi. On dit jamais, jamais. On sait pas ce qu'on sera demain. C'est toi. Mais qui aurait su qu'un jour Moïse allait revenir comme un militaire? C'est toi. C'est le 30 août qu'on a crié libération du pays, ça on pourra pas oublier. Les hommes et les femmes sont en joie et les enfants n'arrêtent pas de sautiller. Les Gabonais ont connu des moments de pleine division, maintenant on est liés. Tellement de réalisations, peu de temps, ça on pourra pas oublier. Maintenant, les universités, n'oublie pas. Les mamans au marché, n'oublie pas. La diaspora, n'oublie pas. C'est l'image qui fait le tour sur les réseaux sociaux gabonais depuis ce matin. Nous rappelons que nous sommes donc le 9 septembre. La rentrée scolaire prévue par le ministère de l'Éducation nationale était donc pour le 2 octobre, le 2 septembre autant pour moi, donc lundi dernier. Et comme on le sait toujours chez nous, ça se lance progressivement, tout doucement. En tout cas, ce 9 septembre, la grande majorité certainement des parents et des élèves se sont retrouvés donc à accompagner leurs enfants à l'école, les lycéens et autres à retrouver donc le chemin de l'école. Et parmi ces parents, certains ont dit un parent pas comme les autres, mais autres ont dit mais un parent tout comme les autres. Le président donc Brice Clotaire Oligui Nguema qui lui a donc fait sa corvée parentale d'accompagner ses enfants à l'école. Et évidemment, vous imaginez le buzz sur les réseaux sociaux. Vous sur le plateau, vous en pensez quoi concrètement de cette image? Il y a d'ailleurs une deuxième à vous proposer, mais déjà sur cette première image. Professeur, vous en pensez quoi? Je pense qu'au-delà de nos responsabilités professionnelles respectives, oui, nous sommes avant tout des humains. Mm-hmm. Et, le président Oligui est un père de famille. Mm-hmm. Quand le voir, même si on peut évoquer, il y a derrière un problème de communication. Oui, évidemment, beaucoup ont crié à un coup de com'. Mais c'est avant tout un père de famille. Mm-hmm. Et il a le droit d'accompagner ses enfants pour la rentrée. Attendez, on va juste aider votre micro. Vous l'avez par inadvertance un peu éteint. Voilà. Pardon. Alors, on va faire le tour et puis on va revenir à vous tout comme fait. Mais non, on va plus que vous avez là, on a allumé votre micro, on va rester sur vous. Finalement, vous dites, le président Oligui, c'est un père comme tout autre, comme tout le monde, et qui effectivement le matin doit pouvoir accompagner ses enfants à l'école sans problème. Voilà. Absolument. C'est votre avis? C'est mon avis personnel, bien évidemment. D'accord. Axel, vous en pensez quoi, docteur Axel Nguema Edou? Non, je pense tout simplement que le président de la transition est dans sa personnalité habituelle, c'est-à-dire quelqu'un de normal qui démontre effectivement aux Gabonais qu'au-delà de la charge de l'institution, il reste tout à fait au fait de la vie quotidienne. Oui. Et je pense que c'est ce qui est important et je pense que c'est le symbole qui est recherché au-delà de tous les aspects qu'on peut parler sur la com, mais c'est de démontrer justement le symbole qu'au-delà de mes fonctions présidentielles, je reste effectivement un père de famille. Je démontre la voie pour que tous les scolarisés prennent la voie, pour que tous les pères aussi puissent effectivement effectuer ce geste qui, on sait, avec la charge professionnelle, ne peut pas être récurrente, mais c'est déjà la voie qui est montrée. D'accord, c'est un bel exemple. Je reviendrai sur la question tout à l'heure, mais bon, Madame Ouara, vous en pensez quoi, Carmi? Alors, en tant que communicante, je pense que l'équipe de com a fait son travail, mais ce travail-là va aussi montrer justement le côté humain de l'homme d'État. On l'a vu d'ailleurs lors des 2 mandats d'Obama. Oui. On a vu que la com autour de lui était vraiment pour l'humaniser, pour enlever le côté austère de l'institution. Exactement, côté purement institutionnel et le mettre justement
au rang de l'humain. Donc, je pense que c'est une belle communication et en même temps, ça prouve que cet homme-là est dans la recherche de proximité avec les populations. D'accord. Donc, c'est plutôt louable. Claire Newman, dites tout le mal que vous pensez, je pense. C'est pour vous, cher. Vous pensez quoi? Bon, pour ne pas faire la répétition, oui. Moi, je pense que déjà, c'est aussi une image de société. Parce que souvent, c'est les mères qu'on voit devant aller déposer leurs enfants. Et là, pour une fois, c'est un père. Et ce n'est pas n'importe quel père, un président de la République. Et j'espère pour moi qu'il va continuer à chaque fois à aller déposer. Ça risque d'être compliqué avec la charge de... Oui, mais quand il a le temps, il ne faudrait pas que ça soit juste un buzz d'un jour, mais que ça soit vraiment une réalité, que c'est comme ça qu'il est tous les jours. De temps en temps, quand il a un moment en lui, il pense ce moment-là consacrer à sa famille et que ça ne soit pas juste une publicité pour montrer aux gens que j'ai de l'empathie pour le peuple, que je vais être auprès du peuple, mais que ça soit de la réalité. Parce que moi, j'ai du mal avec du faux, avec du paraître. C'est vrai. Donc, je veux que ça soit dans la réalité, dans la continuité. Dans tous les cas, j'apprécie le geste. Le geste. À côté d'être, après être, alors on n'a pas l'information, est-ce que c'était avant d'aller à l'école ou après d'avoir accompagné les enfants? Voilà, les internautes, voilà, vous savez que les journalistes, les caméramans, les reporters, il y en a partout maintenant aujourd'hui, il faut faire très attention quand on bouge, et ils ont apporté également cette image-là. Chocolat chaud, Julio, c'est bon là-bas? On fait pas traîner, monsieur le président. Faites vite, allez. Les chocolats chauds sont déjà prêts, maman. Ok, on va y tout. Il manque juste les omelettes. Vous avez les omelettes, c'est bon. Je n'ai pas pris. Il fait la queue comme tout le monde. Il ne paye pas. Il ne paye pas. Il m'a dit Président qui se retrouve, alors on ne nous dit pas si c'est dans une boulangerie, on n'a pas le nom, mais toujours est-il que il y a la commande du président qui se prépare, en chocolat chaud pour le président, on ne fait pas attendre le président, et puis lui, le président qui répond, le président il est dans la queue, il attend comme tout le monde, etc. Réagissez s'il vous plaît. C'est très intéressant comme image là aussi. Oui, c'est un extrait de la vie courante de tout le monde. Même s'il est vrai que ça se situe à un niveau plus élevé. Oui, évidemment. La personnalité. Donc voilà, le président peut très bien accompagner ses enfants à l'école et puis bifurquer par la boulangerie, prendre des petits chocolats pour amener à la maison pour le petit-déj. C'est totalement normal, me dites-vous. Oui, j'ai envie d'un son de cloche un peu piquant, mais bon. Non, mais c'est correct, c'est correct. Aussi. Regardez comme la dame. J'imagine tout de même qu'il y avait toute la logistique protocolaire derrière. On imagine. Là, par contre, sur l'image de l'école, effectivement, ça a été très bien joué, qu'il n'y a presque personne en termes de protocole autour, même au niveau sécuritaire. Il y a vraiment un champ qui est libre. On voit le président évoluer donc dans cet espace quasi naturellement. On aurait pu penser à quelque chose de préparé, mais quand il ouvre la porte et puis la jeune fille qui est totalement hallucinée, alors c'est préparé peut-être pas avec les enfants, enfin peut-être avec les adultes, mais peut-être pas avec les enfants qui étaient un peu eux aussi complètement là figés, de c'est le président, etc. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est totalement normal. Le président qui, dites-vous, nous replonge finalement, nous rappelle que il est humain comme nous tous et puis que voilà, c'est les gestes du quotidien qu'il accomplit. Exact. Voilà, même si Claire insiste pour que ce ne soit pas que du paraître pour aujourd'hui seulement. Mais moi, je pense que Steve, on est au-delà justement de la com que l'on peut féliciter, mais je pense qu'il y a un message derrière, un véritable message. Je pense qu'on est toujours dans cette logique de vouloir réconcilier l'institution présidentielle avec le peuple. Absolument. Parce qu'il y avait une distance qui s'est créée, même une rupture. C'est vrai. Et donc, il est nécessaire, avec ce type de geste, de redémontrer que la plus haute autorité est effectivement au quotidien des Gabonais. Absolument. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment encourager ce type d'acte pour démystifier aussi parfois la fonction sans pour autant aller sur l'irrespectabilité. Absolument. Et on l'a vu il y a quelques semaines encore, en vacances, le président à la rivière, elle parlait de com, et que certains disent, il y a un travail de com bien pensé aussi, ce qui n'est pas mauvais justement, puisqu'ils sont payés justement pour cela. Donc là, il y a un travail... Ça reflète aussi la
personnalité. Hein, Ça veut dire que il y a de la com, mais cette com n'est pas détachée de qui il est. Donc c'est une com qui va vraiment, qui le replonge dans son naturel. Et puis derrière, on soigne juste des aspects qu'il y a à soigner. Effectivement, ça nous fait penser beaucoup plus à Obama. Exactement. Les présidents français, c'est très rare, mais effectivement, on a vu la démonstration d'Obama tout au long de oui, on l'a vu sur mandat. les terrains de basket, on l'a vu dans le métro, on l'a vu dans des cafés, on l'a vu un peu partout. Donc je pense que c'est dans la continuité justement de cet aspect de la com-là qu'on est. Et puis, on voit bien que ça se passe le même jour. Donc, on peut dire que le protocole a mis en place justement une journée pour que le président puisse se mouvoir dans la ville comme une personne lambda. Comme un Gabonais normal. Voilà. Même si, quelque part, quelqu'un disait que la fonction de président n'est pas du tout normale. Hein. Le débat Sarkozy-Hollande, et puis Sarkozy qui dit « je suis un président normal », et Sarko qui lui fait le rappel que il y a tout qui est normal, sauf la fonction de président qui... Vous en pensez quoi, Axel? Je vous vois sourire rapide peut-être. Non, mais je pense qu'il y a effectivement de hautes responsabilités, mais le président de la République reste effectivement un homme, un humain, quoi. Donc, du coup, il ne faut pas forcément dissocier la fonction présidentielle de la personnalité de l'individu. Parce que c'est aussi ce qui va faire la marque du président. Il ne faut pas vouloir ressembler à tout le monde. Il faut pouvoir également dégager sa personnalité parmi effectivement toutes les tâches ou toutes les responsabilités qu'un président peut avoir. Donc il y a un style Oligui Nguema en fait. Exactement. Oui, effectivement. Il y a un style Oligui Nguema. Comme tu viens de le dire, il faut pas chercher à ressembler à tout le monde parce que lorsqu'on veut être tout le monde, on n'est rien, on n'est personne. Or on garde son identité, on garde sa personnalité. C'est justement ce que nous luttons, c'est sur quoi je me bats tous les jours. Parce que les gens vont dire comme c'est un président, il faut qu'il y ait une image vraiment distincte, un président carré. Or voir un président qui à la portée de tous, c'est pas vraiment courant, accessible, surtout au Gabon, c'est pas vraiment courant. Moi, j'encourage le président d'être le président exceptionnel et rare, pas le président qui ressemble à tout le monde. C'est ça. Le tout le monde, c'est qu'on est personne. Merci beaucoup. Allez, du coup, je vous ai pris presque consultant pour l'occasion. Allons-y tout de suite, donner la parole au docteur Axel Nguema Edou qui va quitter le plateau sous peu puisqu'il a une contrainte particulière donc à remplir. Docteur, avec nous, on sait combien vous êtes engagé donc sur les questions de sport, depuis à travers par exemple l'association nationale des footballeurs professionnels. Absolument, avec bien sûr tous ceux qui y sont, en l'occurrence Rémi et Banega. Et puis on rappelle, si besoin est, que vous êtes enseignant-chercheur, docteur en sciences du sport et vous êtes le co-directeur du cabinet Solutions Sport Conseil. Vous pensez qu'il faut absolument que les mentalités, on parle de changement de mentalité, mais vous dites même dans le milieu du sport, de la gestion du sport, de la gouvernance même du sport dans notre pays, les choses doivent absolument changer et ce jusque chez les professionnels du sport parce que le monde change, tout ceci change et pour que notre sport finalement prenne son essor vers la félicité, il faut que tout ça bouge. Docteur Axel Nguema Edou. Oui, le constat effectivement que nous faisons depuis près de 10 ans, c'est un constat qui est lié au déficit de ressources humaines, mais une ressource humaine axée effectivement sur les métiers liés au management du sport. On dit souvent en marketing que, et j'ai tendance à le répéter, c'est que tout ce qui n'est pas connu n'existe pas. À partir du moment où on n'a pas inséré, où on ne vulgarise pas les métiers du management du sport, personne ne saura effectivement que lorsqu'on parle du secteur du sport, il n'y a pas que les métiers de coach ou d'entraîneur. Il y a effectivement tout l'arsenal qui permet effectivement de faire en sorte qu'on puisse à la fois créer de la richesse dans ce secteur, mais aussi pérenniser nos organisations sportives. Et c'est donc le combat que nous essayons de mener depuis quelques années, notamment avec le cabinet Solutions Sport Conseil, donc faire connaître la formation de management des organisations sportives et dire que le chômage aujourd'hui qui est vécu notamment par les jeunes au niveau du Gabon peut être absorbé ou peut être diminué
par le secteur du sport, notamment les métiers liés au management du sport. Nous avons fait une enquête il y a 1 an pour montrer justement l'employabilité dans le milieu du sport et nous avons relevé près de 1501 emplois liés au métier du management du sport. Et le management du sport, justement, c'est quoi? C'est un peu... le management du sport, c'est transversal, ce sont des métiers transversaux. Donc on retrouve effectivement de la communication digitale, on retrouve du droit, on retrouve de la comptabilité, on retrouve de la ressource humaine. Donc effectivement, tous les métiers qui sont en lien avec le développement d'une organisation sportive. Et le mal, nous sommes allés un peu plus loin, le mal de notre sport, ou le sous-développement que l'on peut constater, ou les insuffisances, c'est peut-être le terme le plus approprié, de notre sport est justement lié à ce déficit de ressources humaines dans ce type de métier-là. Ce n'est pas un problème de moyens, parce que nous avons également fait une étude pour démontrer que dans le cas du football, on a injecté depuis 2012 jusqu'à 2015 des centaines de milliards et bien malheureusement, nos organisations sportives n'ont pas pris d'envol. Et lorsque nous avons analysé effectivement les profils qui gèrent toutes ces organisations sportives, on s'est effectivement rendu compte que les profils n'étaient pas des profils adaptés ou ayant des outils permettant de créer de la richesse au sein de leurs organisations. Donc on a injecté des moyens, mais bien malheureusement... On n'a pas formé. Exactement, nous n'avons pas formé. Nous avons donné de l'argent à des gens qui sont sans doute amoureux du sport, mais qui n'avaient pas potentiellement les outils pour pouvoir créer de la richesse. Et du coup, ils se sont mis à demander systématiquement. Et donc, il faut franchir ce cap. Il faut effectivement quitter de ce que nous avons l'habitude de faire pour proposer autre chose. Et c'est un peu ça l'innovation. Ouais. Parce que si on refait la même chose en pensant effectivement qu'on va arriver à un résultat différent, c'est un peu de la folie. Donc, nous proposons depuis quelques années en disant il faut mettre l'accent effectivement sur la formation et pas n'importe quel type de formation, parce que nous avons l'Institut national de la jeunesse et des sports qui a été créé en 1974, qui forme uniquement des enseignants d'éducation physique et sportive. Ce ne sont pas des gestionnaires d'organisations sportives, donc ils ont un profil particulier. Et donc, cet institut n'a pas effectivement mis sur le marché des personnes susceptibles de gérer nos organisations, créer de la richesse et pérenniser nos organisations. Parce que la plupart de nos organisations, nos clubs, nos associations, lorsqu'elles ont quelqu'un qui finance, ça tient un bout et après, lorsque la personne n'est plus aux commandes, par exemple, ça disparaît ou ça meurt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'agents formés à effectivement créer de la richesse, rentabiliser et pérenniser l'organisation. Donc, il faut véritablement mettre l'accent sur les formations. L'argent que l'État, par exemple, injecte dans le milieu du sport devrait, effectivement, de temps en temps, voir comment mettre à disposition des profils, des formations qui, effectivement, au bout de 2 ans, 3 ans, vont pouvoir générer de la richesse. Il y a un véritable marché dans le secteur du sport et le sport aujourd'hui peut très clairement lutter contre le chômage que nous connaissons aujourd'hui. Ces formations, justement, comment on y accède et qui peut y accéder? Parce que là, il y a dans l'aspect de management, il y a effectivement l'administratif, mais on parle beaucoup aussi, d'ailleurs ça a été évoqué il y a quelques années déjà, on parle beaucoup aussi de reconversion. Est-ce qu'effectivement, dans ce staff de management que l'on recherche ou qui peuvent justement venir renforcer le sport national dans cet aspect, est-ce qu'on puise justement, est-ce qu'on va prendre des jeunes qui sortent des universités, qui sont formés à la chose, ou plutôt peut-être des anciens professionnels reconvertis que l'on injecte dans la machine? Oui, il faut faire... en fait, l'idée n'est pas d'aller prendre des gens quelque part et de commencer à former. Il faut également se dire qu'il y a une continuité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà intégrés dans le milieu du sport, qui n'ont peut-être pas les outils. Et donc, il y a des formations continues pour ces professionnels-là qui sont déjà dans ce milieu ou d'anciens sportifs ou des sportifs de haut niveau qui souhaitent effectivement faire une reconversion. Donc, ces profils-là sont admis, notamment où ces formations-là sont dispensées, notamment, si je peux citer, à EM Gabon Université et aussi à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, où effectivement, il y a ces profils-là. Il y a aussi les formations initiales, donc ceux qui viennent d'avoir le bac et qui souhaitent effectivement aller vers des métiers qui vont leur donner effectivement une certaine employabilité immédiate. Et donc de sortir de... Et le sport peut employer immédiatement. Effectivement. En fait, il faut sortir des préjugés. Il faut sortir du fait
que le sport, ça ne sert à rien, ou du moins c'est tout simplement pour du loisir et que ce n'est pas génératrice de revenus. Nous venons encore d'avoir la chance de suivre les Jeux Olympiques. Tout le monde a été captivé. Si on vous donne effectivement les chiffres qui ressortent de là, vous n'allez peut-être pas en croire. Et ces chiffres-là ne sont pas uniquement basés sur l'athlète. C'est-à-dire que les revenus qui sont générés à l'intérieur ne proviennent pas uniquement pour payer les athlètes. Être sportif de haut niveau, c'est un métier, effectivement, mais derrière tout le bagage, par exemple, vu qu'on a des communicants, etc., ceux qui font de la communication, ils ont travaillé à l'intérieur, l'intelligence artificielle était au rendez-vous, donc il y a vraiment tout un arsenal, effectivement. J'ai tendance à dire que le sport, c'est un fait social total, c'est-à-dire qu'il est multidimensionnel. Il y a de l'économique, il y a du politique, il y a du symbolique, il y a du culturel, donc c'est de démontrer que l'activité physique que vous voyez, que vous semblez uniquement considérer comme un élément de motricité, ça va bien au-delà. Et qu'aujourd'hui, si nous mettons la bonne énergie dans ce secteur, nous sommes capables effectivement de lutter contre le chômage. Surtout que les études démontrent très clairement que le secteur du sport est un secteur qui emploie énormément les jeunes, notamment pour ceux qui veulent avoir une première expérience. Je disais tantôt que dans le management du sport, il y a effectivement la comptabilité. On voit aujourd'hui beaucoup de nos étudiants qui font des études en comptabilité, mais au terme de leur parcours, ils sont butés par des stages. Ils ne savent pas par où commencer. Mais la comptabilité qu'on fait dans une organisation sportive, c'est la même que l'on fait ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on irait difficilement aller demander d'être comptable dans le milieu du sport. Et pourtant, la demande, elle est là. Elle est importante. La même chose aussi, si on prend un peu ceux qui font qualité, sécurité, environnement, c'est la même chose. Ils vont aller se battre dans certaines entreprises, alors que ceux qui font dans la gestion des infrastructures sportives, on en a besoin au quotidien. Parce qu'une infrastructure, c'est d'abord la sécurité avant tout. Absolument. Donc, en tout cas, il est important que, de votre regard, on finit peut-être sur ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gouvernants, les dirigeants du sport dans notre pays, est-ce qu'ils ont capté ou ils ont percuté sur cette nécessité, sur cette obligation, ou c'est encore plutôt au stade, c'est pas le premier souci? Non, aujourd'hui, on peut dire, notamment le regard avec le cabinet Solutions Sport Conseil, que les autorités, notamment de la transition, ont commencé à percuter, notamment avec l'Office national du développement du sport et son directeur général, avec qui nous commençons à travailler, parce que nous avons commencé un plan justement de formation des agents de l'Office national de développement du sport, parce qu'il faut commencer par eux. Oui. Il y a des formations qui sont en cours pour justement impulser cette dynamique et par la suite enchaîner avec les autres acteurs du mouvement sportif, etc. C'est vrai que c'est timide, mais c'est aussi l'occasion de remercier le rôle des médias aujourd'hui pour continuer justement à véhiculer, à faire comprendre la nécessité d'orienter, de ne pas croire que tout se passe dans le pétrole ou l'ingénieur, etc. Mais qu'il y a des métiers aujourd'hui qui sont disponibles, accessibles et compétitifs même au niveau international. Petite anecdote, même pas anecdote, mais une réalité, c'est que au niveau des instances internationales, sportives, notamment la CAF, la FIFA, etc., il y a une forme de géopolitique des postes. C'est-à-dire que lorsqu'on met un poste de manager, par exemple, au niveau de la CAF, on regarde les régions. En fait, il faudrait que chaque région soit représentée. Et aujourd'hui, que ce soit à la CAF ou à la FIFA, le Gabon est sous-représenté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces profils-là. Et du coup, on n'est pas compétitif et on n'arrive pas à réseauter un peu plus. Et donc, il est important de comprendre qu'au-delà, justement, déjà de ce côté national qu'il faut combler, mais il y a des postes qui sont ouverts à l'international et que nous pensons que nos étudiants aussi peuvent compétir à ce niveau. Surtout que la compétition, elle est rude. Très rude. Elle est rude. Et on sait que si vous n'êtes pas quelque part, vous ne vous faites pas entendre. Donc, il est important que le Gabon se positionne aussi justement sur ces challenges-là à l'international. Docteur Nguema Edou, peut-être un message qui vous tient à cœur sur ces quelques secondes que je vous accorde. Oui, un message qui me tient à cœur, c'est un message qui est axé sur deux publics.
Le premier public, effectivement, ce sont les étudiants, ou du moins les nouveaux bacheliers, qui viennent d'obtenir leur bac, qui ont sans doute été orientés quelque part. Nous avons mis effectivement en place cette formation. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, la plupart de nos étudiants qui sont notamment à EM Gabon sont en alternance dans des structures. Donc, ils font 3 semaines de cours, 3 semaines ils sont en entreprise. La plupart des entreprises payent la scolarité et donc ils sont très clairement dans une optique de compétences, d'acquisition des compétences immédiates. Parce que la compétence, c'est quoi? C'est la somme des connaissances plus la pratique. Et ce qui manque dans la plupart de nos formations aujourd'hui, c'est justement ce côté pratique. Et nous avons l'avantage parce que le secteur, il est vide. C'est parce qu'il est vide que facilement vous obtenez un stage. Donc et que une vraie niche. Voilà. Exactement, c'est une vraie niche. Deuxième cible, c'est justement ceux qui sont déjà engagés dans le milieu du sport. Il n'est jamais trop tard. Vous avez sans doute votre activité qui rame. Vous ne constatez pas un développement. Il y a aussi une formation qui est sur mesure pour ces différentes personnes. Et donc, n'hésitez pas à prendre des renseignements auprès de EM Gabon Université ou même du cabinet Solutions Sport Conseil pour vous former. Et nous pensons que une fois que vous allez vous insérer dans ces formations-là, vous allez très rapidement développer votre organisation et pourquoi pas vous épanouir professionnellement. Et surtout épanouir le sport du pays. Exactement. Voilà. Merci, docteur Nguema Edou. On rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, docteur en sciences du sport et co-directeur du cabinet Solutions Sport Conseil. Merci d'avoir été avec nous. Et si seulement vous partiez pendant que nous sommes encore au plateau, ben voilà, on saura vous excuser. Hein, voilà. En face, on parle intelligence artificielle dans la 4e édition des salons des métiers de l'audiovisuel et du numérique, le SAMO. Et curieusement, effectivement, il y a 2 aspects de l'intelligence, sinon peut-être qu'elle se résume finalement au même aspect. Madame Moura, vous êtes sur le plateau du Grand Banja parce que vous êtes une des participantes ou formatrices même, on va dire, dans cette 4e édition. Vous êtes consultante sur la communication digitale. Déjà, pour faire un coucou à nos amis du SAMO, justement, peut-être un rappel de l'utilité, de l'importance d'un tel salon qui est à sa 4e édition déjà. C'est ça, c'est ça. Donc, le salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique est à sa 4e édition et a pour objectif de former non seulement les jeunes, donc les étudiants, mais aussi les professionnels au métier de l'audiovisuel et du numérique avec divers ateliers comme celui de la communication digitale, du mojo, de l'audiovisuel en soi, voilà. Donc caméra, vidéo, photographie, etc. Animation télé, voilà. Radio, oui. Donc, voilà, pour l'objectif du SAMO, c'est ça. Et pour moi, c'est la 3e participation en tant que formatrice en communication digitale cette année. Et j'exhorte d'ailleurs toutes les personnes qui voudraient avoir des fondamentaux dans les métiers de l'audiovisuel et du numérique à s'inscrire à ce salon. Est-ce que justement, des 3 éditions que auxquelles vous avez participé, vous sentez un engouement justement des jeunes, des participants autour des questions liées à la communication digitale? Oui, l'engouement est de plus en plus fort. D'ailleurs, les 2 premières années, j'ai retrouvé certains des étudiants qui étaient déjà là à la première année et qui voulaient en savoir plus et avoir un peu plus d'outils justement pour pouvoir évoluer dans la communication digitale. Donc oui, l'engouement est progressif et chaque année, on a de plus en plus de participants. On le dit très facilement aujourd'hui, finalement, le digital peut... on parlait d'employabilité, on parlait de lutte contre le chômage, et certains pensent que le digital est aujourd'hui un des moyens importants justement dans cette lutte en tant que métier. Oui, parce que avec le digital, on a l'avantage justement de ne pas avoir nécessairement besoin d'un espace clos. On peut être chez soi, on peut être dans un café, on peut être partout où on se sent à l'aise et où il y a une connexion Internet, faire son métier.
Donc le digital, c'est l'employeur par... c'est incontournable aujourd'hui. Voilà, l'employeur, entre autres, voilà, par défaut même, parce que quel que soit le métier qu'on fait aujourd'hui, on a besoin du digital. On a besoin de notions de... Voilà, si vous allez aujourd'hui sur des plateformes telles que TikTok, vous allez retrouver tout corps de métier. N'est-ce pas, Claire ? Exactement. Vous allez retrouver tout corps de métier. Autant vous avez des avocats qui vont venir présenter leur métier, leur cabinet, leur profession. Autant vous avez des dentistes qui vont venir donner des conseils. Vous avez en tout cas, tout le monde y est aujourd'hui. Et c'est plus que nécessaire, non seulement pour une question de communication, de publicité, de relations publiques, etc. Le digital est incontournable. Et quand on y ajoute aujourd'hui donc l'intelligence artificielle, ça devient, c'est un autre niveau. Oui, c'est un autre niveau, tout simplement parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un peu notre deuxième cerveau. C'est un outil extraordinaire qui nous aide en termes de gain de temps, parce que quel que soit ce qu'on peut dire, la communication digitale est chronophage. Il faut avoir le temps de planifier, il faut avoir le temps de mettre en place... Certains ont l'impression qu'il suffit d'aller faire un post. Non, pas du tout. Il suffit de poster une vidéo, c'est bon, on fait de la communication digitale. Non, d'ailleurs, j'ai de la chance d'avoir aujourd'hui en face de moi Claire Newman, qui est une influenceuse, donc qui pourrait vous dire que... Enfin, j'aime pas qu'on m'appelle comme ça. D'accord. Elle est militante sociale. Elle est militante sociale et elle est active, voilà, active sur les réseaux sociaux, donc elle sait que même faire un live aujourd'hui, il faut un certain temps de préparation, il faut un contenu planifié, il faut même pour qu'on suive vos lives, il faut bien avoir une stratégie derrière pour donner envie, pour capter l'audience, pour captiver l'audience. C'est ça, c'est ça. En tout cas, Claire, on va en parler justement dans quelques instants. Carmi fait bien de vous titiller un tout petit peu. Allons-y, puisqu'on est vraiment sur la question de l'intelligence artificielle. Allons-y, effectivement, donner la parole au professeur, parce que vous le disiez déjà aujourd'hui, c'est incontournable. Elle dit c'est notre deuxième cerveau. Tout le monde peut trouver un qualificatif pour parler d'intelligence artificielle. On rappelle que vous êtes donc le professeur Jean Moussavou Pambo. Vous êtes professeur de finance chez Exilia Business School. C'est en France. Et vous êtes formé dans les sciences de gestion aussi. Vous êtes docteur en sciences de gestion à l'Université de Paris-Dauphine. Vous parlez d'intelligence artificielle comme un moyen incontournable aujourd'hui, mais l'innovation pédagogique à l'ère de l'intelligence artificielle. Là, on parlait des médias à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous dites l'innovation pédagogique à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est dire que finalement, l'intelligence artificielle impacte tous les environnements, tous les domaines. Absolument. L'intelligence artificielle impacte toute notre société et le monde de l'enseignement supérieur n'y échappe pas. Donc, il n'y a pas aujourd'hui possibilité de développer des programmes pédagogiques sans faire un rapprochement ou sans s'intéresser à l'intelligence artificielle. Avant l'intelligence artificielle, il y a eu un certain nombre d'innovations pédagogiques qui ont été développées. Il est vrai que, vous savez, qu'on vit dans un monde de digital native. Donc tous nos apprenants sont imprégnés du digital et par conséquent les méthodes d'enseignement traditionnelles ne fonctionnent plus, ou du moins ne peuvent fonctionner qu'en partie, ou plutôt ne sont plus aussi efficaces. Voilà, en complément d'autres outils qui puissent permettre de capter l'attention des étudiants. D'accord. D'où un certain nombre d'outils qui ont été développés ces dernières années, qui passent via 3 approches pédagogiques. Le présentiel, le distanciel et le blended learning, c'est-à-dire un enseignement hybride. Et dans ces 3 dimensions d'approche pédagogique, il y a par exemple au niveau des enseignements présentiels, la pédagogie immersive, à travers, par exemple, les business games, c'est-à-dire une approche qui permet de s'imprégner dans un univers
qui permet par exemple de prendre des risques, sans pour autant, bien évidemment, que ces risques impactent le monde réel. Ce qu'on appelle la métaverse. C'est un outil qu'on a beaucoup développé chez Excelia. Vous avez également des outils qui permettent d'échanger pendant un cours en amphi, via des sondages, via des quiz. Il y a un outil, par exemple, qui s'appelle WooClap, qui permet finalement d'adopter une certaine interactivité entre les étudiants et l'enseignant pendant le cours. Ce qui permet d'échapper à la monotonie traditionnelle des cours en amphi, qui visent simplement à transmettre la connaissance sans aucune interactivité des étudiants en face. D'accord. Alors, au niveau du Gabon, quand on parle intelligence artificielle, on a presque envie de dire qu'on est encore au niveau très embryonnaire, où on a vu qu'il y a un certain nombre d'initiatives, même étatiques, effectivement, qui tentent déjà à encourager, à orienter sur la question de l'intelligence artificielle, de l'IA, comme on dit. Quelles sont les implications réelles aujourd'hui? Alors, vous parliez, par exemple, d'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que c'est? C'est très technique tout ça. Comment nous à la maison, même Claire en face. Je connais moi l'intelligence artificielle. Ah, excusez-moi Claire, merci beaucoup. Vous pouvez donc nous aider justement à comprendre. Moi, je suis complètement perdu. Moi, je suis aussi de formation communicante, donc je connais. Ah, très bien. Ben voilà. En fait, c'est un plateau que pour vous. En termes de, voilà, vous vous rejoignez tous, vous vous retrouvez tous sur ces sujets. C'est formidable. Il est vrai qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Oui, et alors, déjà même pour la personne lambda qui n'est peut-être pas très familière à cet environnement, quand on dit intelligence artificielle, ça renvoie à quoi? L'intelligence artificielle renvoie à des programmes informatiques qui permettent d'imiter l'intelligence humaine. D'accord. Et ça passe via plusieurs artefacts. Il y a l'intelligence artificielle dans l'innovation pédagogique qui est utilisée via des applications. Il y a l'intelligence artificielle via les robots. Celle qu'on connaît le plus d'ailleurs. Voilà. Oui. Après, il y a ce qu'on utilise au quotidien, les chats GPT et autres. Voilà. Ce sont des programmes. Dans tous les cas, ça permet d'optimiser ou même dépasser l'intelligence humaine. C'est vrai, quand ça vous produit une recherche en un clic, ça vous produit un résultat qui vous prendrait le temps de lire plusieurs... pardon, Claire? Avec les sources en plus. Avec les sources en plus. Avec les sources en plus, parce que nos capacités humaines, nos capacités cognitives sont limitées. Et l'intelligence artificielle peut aller au-delà, peut apporter un plus à nos capacités humaines. D'accord. Claire, si Claire, vous voulez réagir, n'hésitez pas. Vous me dites, vous réagissez. Vous, pareillement d'ailleurs, Madame Moura. Voilà. Elle me passe la parole. Allez-y alors, Claire. Oui. Bon, je voulais un peu rebondir sur professeur. Voilà, donc vous avez un peu expliqué l'intelligence artificielle sous les termes un peu académiques. Voilà, et souvent c'est ce qui est un peu paradoxal avec les intellectuels comme vous, c'est que vous adressez qu'à un seul public. C'est le public qui comprend votre langage. Or, si on veut vraiment toucher le Gabonais lambda, il faut ramener ça avec les explications un peu par terre à terre. Voilà, terre à terre. Ce qui n'est pas un exercice très facile. C'est pas pour moi je comprends. Je comprends un peu. C'est vrai que je dois avouer qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Voilà, ce que je dis par exemple, vous avez expliqué qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et à quoi ça nous sert dans la société. Est-ce qu'au Gabon, on a déjà un centre de formation ou bien une plateforme où les Gabonais peuvent faire des formations sur l'intelligence dans ce domaine comme ça? À ma connaissance, non. Mais vous, justement, pour rebondir à votre question, je crois qu'il y a un travail de sensibilisation à faire. Dans certains pays, il y a des politiques qui ont été mises en place sur l'intelligence artificielle qui permettent non seulement de sensibiliser la population sur les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle, donc il y a une certaine littératie à adresser à la population, non seulement sur les différentes applications, mais aussi sur les problèmes éthiques. Parce que
Oui. En parlant justement des problèmes éthiques, on parle d'intelligence artificielle ici et là. Allez, c'est tout beau, c'est tout mignon. N'y a-t-il que des avantages dans cette intelligence artificielle? Y a-t-il des inconvénients, des risques, des dangers? Parce que finalement, quand on met ces gadgets justement ou ces technologies aux mains de tout le monde, des enfants en l'occurrence par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de danger? Comment justement, là aussi, on cadre justement l'utilisation, l'usage de ces technologies? Alors, déjà, y a-t-il des dangers pour ce qui concerne l'intelligence artificielle? Comme dans toute technologie qui émerge, il y a des dangers, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On le voit aujourd'hui avec Internet. Internet, c'est un bel outil, mais l'inconvénient est qu'il y a la cybercriminalité qui s'interpose. Donc, concernant l'intelligence artificielle dans l'innovation pédagogique, un domaine que je connais mieux, mais écoutez, il y a des problèmes inhérents au biais, c'est-à-dire quand vous posez une question à un chatbot, c'est-à-dire quand vous échangez avec une intelligence artificielle, c'est un outil qui ratisse large, et c'est un outil qui est à mesure de vous concocter des réponses fausses. C'est ce qu'on appelle les hallucinations artificielles. Parce qu'on a l'impression que comme c'est l'IA, tout ce que dit, propose l'IA, c'est vrai. Non, pas du tout. D'où la raison pour laquelle, en innovation pédagogique, il faut plutôt utiliser des IA dédiées à la pédagogie, qui permettent de travailler à partir des informations sources vérifiées, alors que si vous utilisez ChatGPT, c'est une intelligence artificielle à usage général. Donc, elle va ratisser large pour vous concocter une réponse, même s'il y a des biais derrière. Quels sont les points de vigilance alors après Aura, vous réagissez juste après lui. Alors, les points de vigilance est qu'il faut organiser un travail de sensibilisation dans certains pays, comme je disais. Il y a un travail non seulement de sensibilisation sur les tenants et les aboutissants, mais aussi sur les problématiques éthiques. D'accord. Vous savez, une voiture peut tuer par la faute de son conducteur, mais une voiture n'est pas conçue pour être une arme. Donc, il y a du bien dans l'intelligence artificielle, sauf que, eh bien, il y a des comportements déviants qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle à d'autres fins. Oui, alors moi je voulais réagir dans un premier temps à la question de Claire tout à l'heure par rapport à la formation aux intelligences artificielles. Ben justement, cette année, le SAMO est dédié à l'ère du digital, à l'ère de surtout dans le domaine des médias. Voilà, surtout dans le domaine des médias. Donc si vous êtes professionnels des médias ou des métiers de l'audiovisuel ou du numérique, eh ben, voici l'occasion pour vous d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle dans votre domaine de compétences. Et comme disait tantôt le professeur, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que, comme je disais tantôt, c'est vrai que c'est un deuxième cerveau, mais c'est un cerveau qui est dirigé par le nôtre. Donc si on lui donne les mauvaises commandes, il nous sort les mauvais résultats. Et effectivement, si on va dans pour ne pas répéter ce que le professeur disait, plus l'intelligence artificielle a un champ large, plus on a des chances d'avoir des réponses un peu erronées. Par contre, si on nous apprend à optimiser ce que nous-mêmes on sait déjà faire, à ce moment-là, l'IA est totalement bienvenue. Parce que là, on fait un travail en amont et on demande à l'IA de l'optimiser. Donc, elle a déjà la base et le fond. Et elle ne fera qu'ajouter la forme et bien évidemment quelques détails de fond. D'accord. Voilà. Donc c'est avant tout un outil. C'est avant tout un outil. Claire, vous réagissez rapidement. Oui, je vais réagir vite par rapport aux inconvénients que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que le professeur n'a pas mentionné cet inconvénient qui est pour moi primordial. J'estime qu'avec l'intelligence artificielle, on va à la disparition de certains métiers. Donc, oui, excusez-moi. Allez-y. Il dit non. Ne soyez pas choqués. Non, il dit non. Oui, parce que je ne dis pas que c'est mal. Moi-même, j'utilise l'intelligence artificielle. Mais je trouve que
avec l'intelligence artificielle, beaucoup de métiers sont en voie de disparition. Je prends l'exemple tout bête. Alors, pour un designer, aujourd'hui, avec, on va prendre Midjourney ou encore copilote, peu importe, il suffit de donner ta requête, on appelle ça les prompts, et l'intelligence artificielle te fait sortir l'image que tu veux. Alors qu'à l'époque, on cherchait un designer ou on cherchait, voilà. Aujourd'hui, ce sont les métiers qui sont en danger. Qui sont en danger, même aussi les rédacteurs, même aussi, comme on appelle ça, les copywriters ou bien tout ça. Voilà. Ce sont les choses qui sont en disparition. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, certes, c'est bien, mais utiliser avec modération. Utiliser avec modération. Alors, moi, je rebondirai quand même. Vous rebondissez rapidement. C'est la vérité en même temps, ce que ça nous dit. Il y a des études qui ont été conduites par l'Organisation internationale du travail qui conclusent plutôt que l'intelligence artificielle va plutôt créer de l'emploi. Il est vrai que dans le tertiaire, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des emplois qui vont disparaître, ça c'est évident. Mais comme vous savez, toutes les innovations, c'est de la création destructrice. Donc on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, d'accord. Je reviens à vous dans quelques minutes pour quelques précisions, professeur. Le temps de donner la parole justement à Claire Newman qui s'inquiète justement du développement ou de l'avancée de l'intelligence artificielle avec le risque de voir certains métiers disparaître. Peut-être pas le vôtre directement, quoique déjà un peu menacé quand même. Ça veut dire que alors on a vu ailleurs, sous d'autres cieux, c'est vraiment un niveau quand même qui est inquiétant quand voilà, on va vous dire Claire Newman, elle est militante sociale, elle est présente, elle est activiste, mais bon, c'est jamais vous en fait derrière, c'est un autre personnage, etc. Bref, effectivement, il y a certains dangers. Claire Newman, beaucoup de Gabonais vous découvrent sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire comme notre ami Ndamboula, les roseaux. On vous découvre en tant qu'activiste d'abord, parce que vous prenez la parole, vous dénoncez, vous dites un certain nombre de choses. Derrière, vous êtes militante sociale, mais pas que. Et vous rentrez au pays il y a quelques mois. L'objet de votre retour au pays? Bien, là, vous avez soulevé tellement beaucoup de sujets, mais je vais prendre le temps d'y répondre. Alors, les Gabonais me découvrent en 2016. J'aime venir toujours à l'origine. Les Gabonais me découvrent en 2016 lors des élections présidentielles. Et vous savez tout ce que nous avons vécu, pour ne pas refaire la genèse. Et à partir de ce moment, on voit une jeune petite dame, jeune avec, je pense, 36 ans, qui se lève avec sa voix forte, avec ses imperfections, et qui va au fond. Quand je parle du fond, c'est-à-dire elle va dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne sais pas prendre les gants. C'est peut-être à cause de ça que les gens ne m'aiment pas trop. Parce que le Gabonais aime qu'on soit humble. Qu'on caresse dans le sens du poil. Voilà, moi je ne le suis pas. Voilà, j'estime que si j'ai à dire quelque chose, je le dis, tel que ma tête le veut, sans prendre les gants. Et c'est dans ce moule ou ce mouvement que les Gabonais vont me découvrir dans la résistance. Donc je fus l'une des 10 ou 5 premières activistes les plus en vogue. Et nous avons fait ce que nous avons fait. Et on arrive en 2023, 30 août 2023, lorsque le comité de CGS va déclarer de nouveau Ali Bongo Ondimba président de la République. Je ne sais pas si vous partez dans mon TikTok, vous allez voir un extrait où je me mets à pleurer. Et là, je pleure pour de vrai. Je pleure de la malchance que nous avons d'avoir des Gabonais, des citoyens qui n'ont pas d'amour propre pour leur pays, qui décident de sacrifier leur jeunesse, leur communauté. Et là, je suis dans tous mes états. Quelques instants plus tard, on m'annonce, rallume la télé, il y a un coup d'État. Quoique à l'époque, avant, moi, je tapais beaucoup sur les militaires. Si vous me regardez, j'ai beaucoup insulté. Parce que moi, quand j'étais activiste, je n'utilisais que mes armes. Mes armes, c'était la colère. Qu'aujourd'hui, le peuple gabonais fait semblant de condamner. Et c'est apaisé? Moi, la colère? Ça viendra, oui. Mais ça dépend. Ça dépend. Mes armes, à l'époque, c'était la colère. Vraiment la colère. Parce que j'ai perdu. Vous étiez révoltée, oui. Oui, j'étais révoltée, très en colère, de voir autant d'injustices dans notre pays, pour un pays qui se disait démocrate. Étant une enfant prolétaire, je ne pouvais que me lever et je n'avais que quoi? Si ce n'est pas des insultes, des cris, bien sûr, on dit que ce n'est pas normal. Mais moi, j'avais choisi cette voie et je ne regrette pas. Alors, lorsqu'on dit le 31, coup de libération, coup de peu importe, coup d'État, j'adhère totalement. Et j'ai adhéré. Et les premiers mots du président de la République, c'était que tout repart à zéro. Ceux qui veulent revenir, reviennent. Moi, j'ai pris ça au mot et je suis rentrée.
Bien sûr, au départ, j'avais peur. J'avais un peu d'inquiétude parce que je me disais, j'ai tellement parlé, est-ce que je serai bien reçue? Est-ce que, peu importe. Est-ce qu'il n'y aura pas de représailles? Est-ce qu'il n'y aura pas de représailles? Mais comme je suis quelqu'un qui aime prendre des risques, j'ai pris mon vol, je suis arrivée au Gabon, j'ai été bien accueillie à l'aéroport, même comme une déesse. Je ne sais pas si vous avez vu mon arrivée. Effectivement sur le réseau. Voilà, j'ai été reçue comme il le faut. Et bien sûr, j'ai participé à mon niveau, ce qu'il faut bien sûr, pour ce pourquoi je suis venu faire. Soutenir le président, soutenir la transition et contribuer aussi à mon niveau parce que chaque Gabonais est l'État, chaque Gabonais autant pour moi, est un acteur dans notre pays. Et donc moi, j'estime qu'à mon niveau, j'ai des choses à faire. Je n'ai pas besoin d'attendre les politiques pour être citoyenne. Je n'ai pas besoin d'attendre comme un homme pour jouer mon rôle. D'ailleurs, la Constitution, la nouvelle Constitution, article 21, me donne ce droit-là. Pas encore connu, hein oui, que j'ai lu, bien sûr. Vous avez déjà lu, commence à circuler sur les... Oui, vous avez lu ce qui a circulé Oui, j'ai lu, bien sûr. D'accord. Ne parlons pas d'abord de ça, sinon vous allez me couper la parole. On aura le temps. Voilà. Elle me donne, bien sûr, le droit de défendre ma patrie et d'aimer, et bien sûr, de protéger ma patrie, peu importe, selon les moyens, sans pourtant mettre l'ordre. Quel est votre regard de ce qui se fait aujourd'hui? Vous êtes revenu, vous voyez des choses se faire. Quel est votre regard? Par rapport à quoi? Par rapport à la transition et comment elle se déroule. Je suis mitigée et j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des bonnes et des mauvaises choses. Il y a des choses qui me chagrinent. Et parfois, quand je vais parler, je sais que j'ai fait une bourde. Voilà. Et comme je vous dis que j'étais en colère hier, il faut que je calme cette colère. Et pour calmer cette colère, parfois, quand quelque chose ne me plaît pas, je préfère m'isoler. J'ai beaucoup de frustrations. C'est-à-dire que les frustrations, quand je n'arrive pas à parler, ça bouillonne en moi. Alors, pour maîtriser cette colère-là, ou pour mépriser, pour ne pas faire de bourdes, je me calme, je reste. Alors, le regard général, c'est que aujourd'hui, je ne remets pas tout, pour ma part. Je ne remets pas la responsabilité de notre pays ou l'ingérence de notre pays dans les mains d'un seul homme, c'est-à-dire le président, comme le fait certaines personnes. Je me dis, autour de cet homme, il y a des gens qui peuvent penser autrement. Donc, s'il y a un peu des erreurs ou qu'il y a des erreurs, ce n'est pas forcément la personne en tête. C'est tout un tout. D'accord. Donc, j'estime que d'un côté, si je dois prendre le rapport positif, j'estime que nous sommes sur la bonne voie. Et que mon retour au pays n'est... Ah, Taranzam. Vous ne regrettez pas d'être venu? Le Taranzam, là, il est venu de loin, Claire. Là, j'ai senti le frein en main, c'était un frein mais violent. Bien. Ah, là, il y a quelque chose qui t'a dit, non, là, tire le frein à main, bloque. Ça vient du fond du cœur. Ça venait vraiment du fond du cœur. C'est ça que j'ai vu tous les jours. Donc, quand ça veut sauter des Catalans, on se calme. C'est pas facile d'être une personne aussi bouillonnante. Voilà, chaude, vous êtes expressif, vous êtes impulsif, dit-on aussi. Oui, je suis impulsif beaucoup même et je me soigne. Moi, je fais partie de ces personnes qui reconnaissent ses défauts. Moi, j'ai beaucoup de défauts. Je vais même dire que je suis la seule Gabonaise qui a des défauts. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand les gens me parlent, c'est comme si tout le monde était parfait. Et moi, parfait étant pour moi. Et moi, je préfère être vraiment l'imparfait, l'incarnation même de l'imparfait. On peut voir répondre à certains activistes sur les réseaux, en l'occurrence sur TikTok, vous intervenez sur certains débats pour dire que vous ne savez jamais dire ce qui est bien, vous passez le temps qu'à critiquer. Alors, c'était le 30 août. Ça fait à peu près, je ne sais plus, peut-être 2 ou 3 mois que j'ai fait plus de live, si vous avez remarqué. Et puis le 30 août, j'ai voulu faire un live pour moi exprimer les réalisations du CTRI. Parce qu'il ne faut pas se mentir, même si on n'aime pas le chèvre, il faut quand même avouer qu'il court. Voilà, la chèvre, tant pour moi, il faut quand même reconnaître qu'il court. Alors du coup, j'ai voulu lancer le live pour exprimer un peu, montrer un peu les réalisations. J'avais fait une préparation sur ça. Et non, je me retrouve confrontée à manque de connexion. Bref. Et puis, je vais naviguer sur TikTok. Je tombe sur un débat où se trouvent mes compatriotes. Je fais juste un petit commentaire en disant, bon, je trouve que quand tu le dis, bon, le CTRI, le bilan est 0. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas respecté la charte, et tout est 0, ce sont des menteurs. Je trouve ça quand même, c'est pas abusé, mais de mauvaise foi, excusez-moi. J'ai horreur avec des personnes qui n'arrivent même pas à reconnaître même un bonbon qu'on t'a donné. Je n'aime pas ça. Ça manque d'objectivité. Voilà, et du coup, je vais marquer un commentaire, je dis, bonne journée de libération. Donc, ils vont voir mon nom comme si on m'attendait. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu clair depuis mon incident. Et là, on voit son commentaire. Merde. Et là, c'est un défoulement. Alors, j'ai dit bonne journée de libération. Et là, mon frère me dit, monte défendre
ton président dit avec plaisir. Et là, quand je monte, ça va dans tous les sens. On a bien vu comment ça allait dans tous les sens. Et puis, vous avez une requête qui est presque, je ne sais pas si on l'appelle comme ça. Vous dites, vous voulez absolument avoir en débat télévisé, tête à tête, Alain-Claude Bilibizé, ancien Premier ministre sous le régime déchu. Vous voulez tenir tête, vous voulez débattre avec lui parce que vous dites il parle toujours tout seul d'un côté, mais jamais il n'a été face à un autre Gabonais qui a des choses à lui dire. Vous tenez absolument à ce débat. Merci vraiment de soulever ce côté. Alors, moi, je vais remettre ça ici. J'invite Bilibizé, l'ex-premier ministre, à un débat face à face avec une citoyenne gabonaise que je suis, que je sois intellectuelle ou pas, que j'ai des compétences politiques ou pas, j'estime qu'il s'exprime sur la face publique, sur la place publique, alors il a le devoir de répondre aussi publiquement à une convocation, à un débat qu'une citoyenne publique, une citoyenne comme moi aussi, l'impose. Parce que Bilibizé aujourd'hui a un peu la mémoire courte. Bilibizé fait semblant de donner des leçons de morale aux gens. Il est très mal placé. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si Bilibizé accepte mon débat, que j'ai le bon français ou pas, Bilibizé m'aura en face. Voilà. Parce que pour dire à Bilibizé que c'est un raté, je n'ai pas besoin de faire Sciences Po. Pour dire à Bilibizé qu'il n'a pas un mot à dire lorsque on parle de transition, on parle de comment on appelle, de progrès dans notre pays, Bilibizé ne connaît pas le progrès. Donc, aujourd'hui, j'ai vu, sans pourtant, il y a un d'abord bataille de continuer. Aujourd'hui, allez-y, Claire, on va citer, oui. J'ai vu quand même les gens dire je n'ai pas de niveau face à Bilibizé. Je ne sais pas sur quoi il se base. Peut-être parce qu'il est il a fait de la politique et moi, je n'ai pas encore fait de la politique. Certes, je reconnais ce côté-là, cette faiblesse. Mais cela ne veut pas dire que Bilibizé peut me battre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à dire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de choses à dire face à un Bilibizé. Sincèrement, entre vous et moi, vous pensez que je ne peux pas battre Bilibizé dans un débat? D'accord. L'invitation est lancée en tout cas. L'invitation est lancée. J'ai juste un problème. On vient de me faire signe qu'on a épuisé le temps de notre, de notre plateau. Ce soir, je vais faire rapidement un rappel. Alors, le SAMO, c'est le 12. C'est donc du jeudi. 12 au 14, oui. Du 12 au 14, tout démarre et ce sera donc au musée national donc de Libreville. Et puis, avec le professeur Jean Moussavou Pambo, si tous ceux qui sont intéressés par la question justement de l'IA dans le système pédagogique, que doivent-ils faire? Où est-ce qu'ils peuvent avoir plus d'informations? Peut-être même se rapprocher directement de vous. Alors, ils peuvent me contacter à mon adresse email professionnelle. Vous n'avez pas de réseaux sociaux, pas de page Facebook, mais je fonctionne avec des pseudos, moi. D'accord, ok. Pseudonymes. Donc les faux profils. Non, pas forcément. Non, il y a quand même une photo. Mais non, vous savez, en tant que professeur, les étudiants peuvent. Bien sûr, voilà, c'est un autre chapitre. Voilà, c'est une manière de se protéger. Absolument. Mais sinon, c'est Moussavou, le nom. Moussavou, et avec J à la fin. @ Excelia, d'accord. EXCELIA, donc le tiret du milieu, groupe, en anglais, GROUP. On va le faire simple, hein. Moi je vais le récupérer avec vous et puis mercredi, voilà, j'aurai l'occasion de mentionner ça parce qu'effectivement il y a énormément de personnes qui sont aujourd'hui, beaucoup de jeunes en particulier. Sinon vous pouvez trouver et là c'est le vrai profil sur LinkedIn, le grand réseau professionnel. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup professeur Jean Moussavou Pambou, le temps passe souvent très très vite sur le plateau du Grand Banja. Claire, l'invitation est donc lancée à l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé. Un débat face à face, donc un débat face à Claire Newman qui, elle n'a peut-être pas votre niveau intellectuel, dit-elle, ou encore votre expérience politique, mais c'est une Gabonaise qui a des choses à dire sur son pays et elle aimerait vous les dire en face. L'invitation est lancée, le plateau du Grand Banja sera ravi de vous accueillir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Claire. Madame Maouara, merci à vous aussi. Merci, juste rappeler... Très rapidement. Très rapidement. Oui. Donc le pass élève, il est à 20 000 francs CFA. Oui. Le pass amateur, il est à 30 000 et le pass professionnel est à 50 000 francs pour les SAMO. Merci beaucoup donc pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation du Grand Banja pour ce premier numéro de la semaine. Nous, on aura le plaisir de vous retrouver donc à mercredi pour un autre numéro. Ciao, portez-vous bien. Merci à vous.